Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre avec vous de 17h à 19h avec Philippe David. Bonsoir à tous et bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, vous êtes en pleine forme manifestement. Je suis en pleine forme, bon, tout le temps, moi, vous savez. Oui, hein. c'est bien. Je m'endors, mais ça va, Non, ça va. ça va. Bah oui, Vous êtes ça en va, forme, ça mais va, oui. ça va. Quoi qu'il en soit, ce numéro de téléphone 0826 300 300, comme tous les jours, on a hâte de vous avoir en ligne pour commenter cette actualité du jour. Alors au sommaire justement de cette journée, le grand débat du jour à 17h30, la France réunit donc une dizaine de dirigeants européens et de l'OTAN à l'Elysée pour parler de sécurité avec l'Ukraine après la conférence de Munich. Objectif, tirer donc les conséquences du choix américain de négocier avec Vladimir Poutine. L'Elysée a confirmé en plus un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Donald Trump juste avant cette réunion. Alors parlons vrai, croyez-vous encore au serpent de mer de la défense européenne? Et à cette question, les menaces de J.D. Vance doivent-elles provoquer la création d'une défense européenne? Vous dites non à 81%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, et venez nous dire qu'est-ce que vous voulez, une défense purement nationale? Venez tout nous dire au 0826 300 300. On en parlera avec le général Vincent Desportes qui est ancien directeur de l'école de guerre. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Manuel Bompard dénonce un déficit de contrôle des écoles privées catholiques sous contrat en plein scandale Betaram. 112 plaintes pour violences notamment sexuelles. Le responsable et les filles souhaiteraient même à terme généraliser le modèle des écoles publiques et gratuites. Alors parlons vrai, imaginez-vous un retour de la guerre scolaire comme il y a 41 ans en 1984. Et à cette question, comme le souhaite Manuel Bompard, faut-il mettre fin aux écoles privées religieuses? Vous dites non à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Maud Le Roscouet, qui est administratif national de la FCPE, coprésidente du Comité national d'action laïque, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, pour nous accompagner jusqu'à 19h, Philippe Bilger. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Mes amis. Je vous sentais très attentif sur cette actualité. Il faut tout de même traiter les sujets que vous nous offrez. Hein. Donc il faut réfléchir, c'est ça que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est pas mal. Françoise Degois, bonsoir Françoise. Ça va les amis? Comment ça va? Très très bien. Et Super. autour de cette table, un petit nouveau, Emmanuel Abramovitch. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, merci de m'accueillir. Il a pas dormi de la nuit tellement il est stressé. Tout va bien se passer. Porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On vous souhaite la bienvenue. Ça va? Bienvenue. Merci beaucoup, ça va très bien. Voilà. Vous inquiétez En pas, tout cas, Françoise Degois crie mais ne mord pas. Non, de toute façon, a priori, je vais être copine avec lui. C'est lui là qui me pose un Et puis il y problème. a un homme de loi autour de la Oui, table, bah, donc non, je non, me mais sens ne faites- protégé. non, non, mais alors là, Emmanuel, Vigilance contre la bêtise, ça va. Excusez-moi, Emmanuel. l'homme de loi dans le qui c'est qui l'a dit, vous allez voir que c'est pas franchement ça. Ouais. Et Bon, franchement, c'est pas non mais ça. arrêtez, vous savez les masques tombent dans cette émission, vous allez vite voir à quoi il ressemble l'homme des lois. Méfiez-vous de votre voisine. Ouais, méfiez-vous du type en face, une vraie racaille. Comment t'as pu être avocat général Elle est pendant 20 parfaite, ans? sauf en politique. Ah, bah, bien sûr, Je trouve. pense que la méfiance doit être triangulaire. Oui, si je peux me permettre. Voilà. En tout cas, 0826 300 300, direction le Perreux-sur-Marne avec Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous vos invités. Bonsoir. Et votre sujet du jour, impossible, n'est pas français. Oui, Je vous laisse faire la suite. Mais juste avant, et je vous prie de m'en excuser vraiment, j'ai été élevé toute ma jeunesse chez les frères maristes, à Nogent-sur-Marne, à Albert-de-Marne. À part 2-3 claques bien méritées, j'ai jamais eu de soucis. D'accord. Donc, Mais de toute façon, vous serez là pour en parler au grand débat, donc bien vous sûr. inquiétez pas, vous pourrez réagir. Je voulais vous dire que nous connaissons tous cette phrase célèbre impossible n'est pas un mot français. Napoléon a été le dernier à l'employer. Et depuis, effectivement, c'est un terme qui nous est inconnu. Aujourd'hui, en France, rien n'est possible, ce n'est pas le moment, et ce doit être les maîtres mots de nos dirigeants. Ainsi, les budgets successifs de droite et de gauche prouvent que la seule éventualité possible pour notre gouvernement est la taxation. La taxation, toujours possible, bien évidemment, jusqu'à ce que les entreprises meurent les unes après les autres. Nous engrangeons près de 70 000 dépôts de bilan cette année, grosso modo, à moins que je ne me trompe, mais 10 à 20 000 de plus que les années précédentes. Et les gens qui sont touchés sont bien évidemment toujours les mêmes, les gens de peu, qui, parce qu'ils n'ont pas payé une mensualité d'URSSAF, se retrouvent à la rue, se retrouvent dépossédés de leurs deux des biens qu'ils ont et leur famille en difficulté. Ouais. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, on voit des grands groupes, des très grands groupes, même centenaires, qui décident de localiser, de cesser leurs activités. Et là, je crains vraiment que nous soyons vraiment au bord du gouffre. Allez. Si j'ai bien saisi le propos de notre ami, je le rejoins. On a parfois l'impression aujourd'hui qu'impossible est devenu français. Combien de fois, dans des domaines cruciaux pour notre vie collective, on entend des découragements, des impuissances, et donc il est vrai qu'impossible aujourd'hui est parfois français. Françoise Legois. Oui et non, ça dépend dans quel domaine. On réussit des choses quand même magnifiques. On réussit aussi, comment dirais-je, moi j'en ai marre de On cette... réussit, mais on peut pas le dire, Françoise. Oui, vous mais savez. moi, j'en ai un peu marre de cette espèce de sinistrose. Tout va mal, tout est horrible. La France est en coupe-gorge. Rien ne va. On marche, rien ne fonctionne. Mais non, mais c'est pas. Comment dirais-je, ce pays est immense. Il est rempli de ressources. Il y a 67 millions de Français. 550 000 km², c'est pas il est immense. immense. C'est le cœur de l'Europe. Et c'est 67 c'est millions de plus grand que chez Français. vous, quand même, Philippe. Excusez-moi de vous le dire, c'est plus grand que ton appartement. Donc, je crois pas qu'on puisse tirer comme ça des conclusions complètement. Je pense qu'il y a toujours un moment où la France, elle se dresse. Il y a un esprit français qui apparaît à un moment donné. Voilà, moi je me souviens, on était complètement déprimés. 26 secondes. Pardon, Emmanuel pour Emmanuel. Abramovich, Pardon, pour Emmanuel. répondre à Luc. Comme nous sommes les meilleurs du monde, nous savons réaliser l'impossible en matière de dette, en matière de chômage, en matière vrai. Sur le de chômage. déficit, en matière de contradictions politiques à l'échelle du monde et de l'Europe. Oui, nous savons dire, faire l'impossible, et c'est ce qui nous mine. Et c'est ce qui nous rend Vous français. permettez, ce qui je nous rend reprends Luc, extraordinaire. il a dit que le dernier à avoir utilisé ça, c'était Napoléon. Non, Sheila, on a fait une chanson dans les années 60 qui s'appelait Impossible n'est pas D'accord. français. Voilà, Ah ouais. c'est ça, c'est le. C'est bien de mettre Napoléon. Sheila, oui. Allez. Oh là 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 là. Quelle culture, mon cher Luc. Philippe. Il Ouais. va être bon, il va être bon. Non, ce mais Luc. normalement, c'est ma culture à moi, ça. Ah bon Luc, vous vouliez dire un truc, mais on est très en Il va retard. être Allez-y. Très bon ce Luc. 10 secondes. Je dis à tous les gens qui ne suivent pas ça, je vais vous dire un truc. Le matin, vous vous levez tôt et vous allez faire un tour au tribunal de commerce de votre bled. Oui, bien sûr. Et vous allez voir la désespérance de ces gens qui pleurent. Moi, j'y suis allé, madame. J'y suis allé. Et je le dirai bientôt dans un poste chez vous. Allez au tribunal de commerce. C'est vrai, Et vous voir avez les raison. gens qui pleurent. Non, mais vous avez raison, beaucoup. Merci Luc. De toute façon, vous restez avec nous, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du On procureur. va Monsieur- parler des juges. Oh, en bien, j'espère. Allez. On va, Non, ne dites rien. D'accord. Voilà, teasing. D'accord. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour, c'est Patrick Roger, Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous y serons avec Jean-Jacques Bourdin, Jean-Marie Bordry, Alexis Poulain, Vincent Ferniaud et beaucoup d'invités pour aborder toutes les questions agricoles. Ne manquez pas nos éditions spéciales en direct du stand de la coopération agricole du 23 février au 2 mars. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir dans les vraies voix. C'est un peu la maison ici. C'est un peu avec Philippe David. Ah oui, c'est un peu Et nous notre trois. deuxième home sweet home, comme Oui. disent les Anglais. Avec nos enfants du jour. Philippe Bilger, bah non. président de Moi, je veux l'Institut bien de que la vous soyez parole. ma mère, mais non, pitié, pas Philippe David, Non, mon mais père. oui, mais c'est un couple Non, mais légitime, c'est pas grave. et l'inverse, et vice-versa. Et- et vice-versa. Excusez-moi, je demande le retrait de l'autorité parentale Avec immédiatement. avec plaisir, vous. Voilà. moi, je demande mon émancipation immédiate. À 7 ans, je m'émancipe de mon père, à 6 même. Oh là 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 là. Et attends, excusez-moi, et Emmanuel Abramovich, on le reconnaît ou Oui, pas Un gentil garçon, moi. Oui. Ouais, Poverine. Bon, c'est bon, on vous reconnaît. Allez, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Notre petit Félix. C'est pas une petite, pas vrai. Ah bah, Vous êtes- comme vous tous les- êtes- on est un peu vos grands-parents. Oui, nous. c'est vrai. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Non, Dans un arrière-grands-parents, allez-y. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Et avec ce sommet informel de l'Elysée sur la sécurité, avec cette demande d'ouverture d'enquête sur François Bayrou déposée à Pau par un avocat dans l'affaire Betaram, et puis de l'ouverture du procès de Mehdi Nemouche aux assises de Paris. Il affirme que ce n'était pas lui le geôlier des Occidentaux pour l'État islamique en Syrie. En 3 mots, sécurité, entrave et otage. Et on en parle dans un instant. En attendant, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et vous allez requérir contre les trafiquants qui ont désormais une nouvelle cible, les juges. Oui, en fait, il y a eu un très bon article dans un journal d'hier et il y a toujours eu des menaces contre les magistrats. Moi-même, j'ai reçu des lettres parfois, mais sans problème. Mais ce qui a changé, c'est que dorénavant, on les surveille. Parfois, on va voir leur domicile, on connaît les membres de leur famille, on les piste, on les menace et ça devient une sorte d'intimidation qui risque de se concrétiser. D'ailleurs, il y a eu des événements relativement graves qui ont menacé quelques magistrats et donc sans que ce soit jusqu'à maintenant, comme la magistrature italienne qui a connu des morts héroïques, ça devient préoccupant en France également, et il va falloir les surveiller, même si je pense que une forme de crainte permanente risque de faire perdre déjà le peu de légitimité que l'opinion publique attache à la magistrature. Françoise Degois. Oui, mais déjà le juge Michel a été abattu pour s'être attaqué au narcotrafic. Il y a plus de 40 ans. C'est intéressant ce que vous dites parce que, bon, évidemment, quand vous allez à Palerme, sur la plage de Montbello, par exemple, vous avez tout un quartier qui est strictement interdit aux voitures, où sont en règle générale invités les magistrats de Palerme à habiter. Pourquoi ? Parce que ils sont groupés et comme ça, on peut les surveiller. Moi, j'ai vu une scène surréaliste il y a 2 ans d'une juge se baignant sur la plage de Montbello avec 4 officiers de sécurité en costume autour d'elle pour la protéger. Donc cette réalité italienne, elle existe encore et je vous invite à lire l'excellent bouquin de Roberto Saviano. Je suis en train de le lire. Et il est magnifique sur le juge Falcone. Et vous avez raison de dire que effectivement c'est une dérive italienne qui est extrêmement dangereuse parce que quand vous devenez magistrat en Italie, et particulièrement en Sicile, vous êtes un jeune avocat, vous êtes un jeune, vous sortez de l'école à magistrature que vous avez faite vous aussi, eh bien vous savez que si vous allez dans ce registre-là, vous avez une chance sur 2 d'y laisser la peau encore aujourd'hui. Je voudrais rappeler tout de même que nous avons perdu un juge à qui il faudrait rendre hommage. Il a été le premier juge français assassiné depuis la guerre. C'est François Renaud. Le juge Renaud, oui. Même si c'était pour d'autres motifs. D'autres raisons et d'autres acteurs, mais c'était quand même la justice que l'on assassinait. Très courageux. Et surtout des gens, citoyens, serviteurs de la nation, défenseurs de la France authentique. Et je voudrais rappeler aussi la mémoire du juge Morel, assassiné à Tahiti. À Djibouti, pardon. Donc les juges payent très cher. Et ça nous renvoie quelque part au discours en ce moment sur la légalisation. Parce que ces milliards qui permettent la corruption et de monter des équipes d'assassins sont là. J'avais envie de vous poser une question, Philippe Bilger, très rapidement. Est-ce que ça peut altérer le jugement ? La peur. Et les menaces. J'espère que non. J'espère que non, parce qu'il est extraordinaire de voir comment dominer sa peur vous fait respecter. Et vous fait respecter du grand public. Hein. Les Italiens aiment leur juge. Merci mes amis. Allez, tout de suite. Très bonne question. Tout de suite, merci beaucoup. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont sécurité, entrave et otage. La sécurité européenne est à un tournant, affirme la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en arrivant à Paris. Une dizaine de pays se réunissent en sommet informel pour parler sécurité et Ukraine. François Bayrou est-il intervenu dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram ? Un avocat dépose une demande d'enquête pour entrave à la justice devant le parquet général de Pau. Et puis le procès de Mehdi Nemmouche s'ouvre à Paris, accusé d'avoir été le geôlier des otages occidentaux pour le groupe État islamique en Syrie. Il assure que ça n'était pas lui, qu'il n'avait jamais vu, dit-il, ses anciens otages. Les vraies voix Sud Radio. Comment réagir quand les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine s'apprêtent à négocier entre eux sur l'Ukraine ? Plusieurs pays se réunissent pour un sommet informel, improvisé à l'Elysée suite à la conférence de Munich. Des pays de l'Union européenne, mais pas que. Le Britannique Keir Starmer se dit envisager l'envoi de soldats sur place en Ukraine. C'est aussi ce que dit la Suède. La sécurité européenne est à un tournant, affirme la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Pendant ce temps, au contraire, en Hongrie, le très pro-Trump Viktor Orban critique une réunion de dirigeants pro-guerre, selon lui. Et ce clivage sur le rapport aux États-Unis de Donald Trump ne traverse pas seulement
L'Union européenne, on le retrouve aussi sur l'échiquier politique français, à la droite de la droite, si l'on en croit Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du RN. Les États-Unis, leur seul intérêt, ce sont les États-Unis. Ceux qui croient que les États-Unis sont bienveillants. C'est pas nouveau d'ailleurs, depuis Barack Obama et même avant. Mais évidemment. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire, pour ça je les admire. C'est-à-dire qu'un président américain défend toujours les intérêts de sa population et de son pays avant le reste. Donc ceux qui cèdent aux sirènes du Trumpisme ou d'une autre, comme avant Biden d'ailleurs, se trompent. Qui cède aux sirènes du Trumpisme? Moi je vois qu'il y a la course pour aller serrer la main de Donald Trump. À droite, certains, chez Zemmour par exemple, cherchent une comparaison. Je pense que c'est pas raisonnable. Laurent Jacobelli, député de Moselle, porte-parole du RN, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis le deuxième mot, entrave. Un avocat demande une ouverture d'enquête concernant François Bayrou. Maître Jean-Louis Blanco représentait en 96 le premier élève de l'établissement de Bétarame à avoir porté plainte. Et au lendemain des propos d'un gendarme qui parlait sur TF1 hier soir d'une intervention de François Bayrou à l'époque, cet avocat demande l'ouverture d'une enquête pour entrave à la justice dans l'affaire de viol survenue ensuite en 98. Demande déposée cet après-midi au parquet général de Pau. Aujourd'hui, donc, on est quand même à 112 plaintes. Et parmi les victimes de violences de l'établissement catholique béarnais, Pascal Gély se dit en revanche satisfait de sa rencontre avec François Bayrou ce week-end. Il s'est assis, il a dit j'ai tout mon temps, et il nous a écoutés un par un. La parole a été difficile pour certains d'entre nous, émus et pris par l'émotion, qui ont éclaté en sanglots. Il a été d'une écoute sincère et honnête. Le vernis de Bétarame. Vous voyez, même si on dit, voilà, attention, comme il dit dans l'Assemblée, si tu trahis pas, tout ça, tu vas aller à Bétarame. Mais comme lui, en fait, moi, mon prof de maths à l'époque dans l'école où j'étais m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et donc, il savait, on savait comme ça que c'était. Mais le vernis, il faut se remettre dans le contexte d'une époque, en fait, était tel que tout ça, c'était incroyable, impensable et inimaginable que des prêtres puisse être aussi horrible que ça. Le témoignage de Pascal Gély dans le Grand Matin Sud Radio. J'aime beaucoup le ton des victimes qui interviennent dans les médias, que ce soit France Inter ou là. Il n'y a pas de haine, mais on les croit. C'est terrifiant. Françoise Levoix. Oui, je pense que François Bayrou a été persuadé finalement que ce moment avec les victimes allait tout apaiser, mais pas du tout. C'est-à-dire que ça continue. Je regardais le reportage hier soir sur TF1, que c'est quand même dingue, le 20h de TF1 qui consacre cela. Voilà, demain, il a quand même une séquence difficile. François Bayrou, c'est une semaine difficile pour lui. Il va falloir qu'il s'explique en réalité. François Bayrou ne m'en voudra pas d'avoir mémoire, longue mémoire, et de me souvenir de qui étaient un peu les parrains moraux et dans le milieu de l'éducation de François Bayrou il y a une trentaine d'années. C'était l'enseignement privé catholique, je crois. Toujours, bien sûr. Mais il s'en cache pas d'ailleurs. Hein. Après, oui. Bon. Est-ce que c'est... On va le défendre. Troisième mot, otage, avec l'ouverture du procès de Mehdi Nemmouche à la cour d'assises de Paris. Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ni d'aucun autre en Syrie. C'est ce qu'affirme l'accusé, considéré comme ancien exécutant des bases œuvres de l'État islamique. Il dit ne pas avoir été celui qui a maltraité les otages occidentaux sur place en Syrie. Alors qu'en face, du côté des parties civiles, forcément, les victimes sont venues en espérant la vérité, comme le résume le journaliste et l'ancien otage Nicolas Hénin. J'en attends un moment de justice. Un procès, c'est vraiment un moment où on vient réparer un crime. Alors bien sûr, un crime, c'est pas réparable physiquement. On ne peut pas faire revenir des morts, on ne peut pas me rendre les 10 mois qui m'ont été pris ou les 10 mois d'absence que j'ai eu auprès de mes enfants. On ne peut pas faire cela. Donc un procès, ça ne peut que produire des symboles. Et ces symboles, ils doivent être d'autant plus beaux, d'autant plus gros, d'autant plus forts que le crime a été monstrueux. Le journaliste et ancien otage du groupe État islamique en Syrie, Nicolas Hénin, au micro de l'AFP. Alors que les otages l'ont clairement identifié. Hein. Un mot aussi sur l'inquiétude autour du pape François. Hospitalisé depuis vendredi à Rome, il affiche un tableau clinique complexe selon les termes du communiqué du Vatican qui laisse entendre que l'hospitalisation du pape de 88 ans devrait se prolonger. Les résultats des examens effectués ces derniers jours et aujourd'hui ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit
conduit à une nouvelle modification de la thérapie, indique aussi ce bulletin de santé du Vatican peu rassurant. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci vous à vous. restez avec nous dans un instant. La France réunit des dirigeants européens et de l'OTAN à l'Elysée pour parler sécurité en Ukraine. C'est en ce moment en jeu les conséquences du choix américain. Parlons vrai. Croyez-vous encore au serpent de mer de la défense européenne? Et à cette question, les menaces de J.D. Vance doivent-elles provoquer la création d'une défense européenne? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Avec nous, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Général, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question courte, réponse courte. Est-ce que, en matière de défense, l'Union européenne peut parler d'une seule voix? Non, mais elle n'a pas le choix que de réagir à ce qui lui arrive. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger. Pas de langue de bois, de 9h à 10h, la vérité en face, demain sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bienvenue dans Les Vrais Voix, on est ravis de vous accueillir pour ce début de semaine. 0826 300 300, vous nous appelez bien entendu si vous voulez réagir. Avec autour de cette magnifique table, nous avons Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Alors pourquoi ne pas faire avec la défense ce que l'on a déjà fait avec l'agriculture ou la pêche? Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources militaires? Une Europe de la défense? Et pourquoi pas une armée européenne? Et la France qui réunit en ce moment même une dizaine de dirigeants européens de l'OTAN aussi à l'Elysée pour parler sécurité en Ukraine et conférence après la conférence de Munich. L'objectif, tirer les conséquences du choix américain de négocier avec Vladimir Poutine. L'Elysée a confirmé en plus un échange ce matin entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Alors parlons vrai, est-ce qu'une défense européenne peut exister tant que l'OTAN perdurera? Et à cette question, les menaces de J.D. Vance doivent-elles provoquer la création d'une défense européenne? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer sur le sujet, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Monsieur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Tour de table d'abord avec Philippe Bilger. On peut rêver d'une défense européenne, mais il me semble que ça n'est pas le seul moyen qu'avait l'Europe pour affirmer son identité, notamment face à Donald Trump et à Vladimir Poutine. Je crains que la défense européenne aujourd'hui soit confrontée aux mêmes difficultés, quoique sur un registre différent que la CED à l'époque. Comment imaginer... C'était la communauté européenne de défense pour les auditeurs sous la 4e République. Comment imaginer une défense européenne avec des pratiques et des visions aussi différentes? Mais me semble-t-il, même sans défense européenne, il y a quelque chose qui apparaît aujourd'hui extrêmement choquant, c'est le fait que presque avec un sentiment d'apitoiement pour ce président Zelensky, le fait qu'on est en train de passer par perte et profit les 3 ans de la résistance de l'Ukraine face à la Russie, et que j'ai presque l'impression qu'en réalité Donald Trump est prêt à consentir pour tenir sa promesse un peu rapide à l'abandon total de ce que l'Ukraine devrait mériter. Françoise Degois. Donald Trump veut une paix russe. C'est évident que c'est ce qu'il veut offrir. Et il est hors de question que les Européens lui laissent offrir une paix russe. Moi, je veux bien qu'on considère que c'est impossible, mais je crois qu'il faut... La question n'est pas de savoir est-ce qu'il est impossible ou pas d'avoir une armée européenne. Il faut une armée européenne. On rentre dans un moment, un temps extrêmement dangereux.
dangereux. Moi, je pense qu'on est face à l'histoire. C'est une bascule véritablement sans précédent. C'est une bascule sans précédent. Nous sommes face à des dérégulateurs agressifs et qui veulent notre peau. Donc la réalité, je parle de Trump, hein, donc la réalité, c'est que il faut se faire violence, dépasser les antagonismes et y parvenir. Vous croyez une armée européenne ? Pas du tout. J'ai pas dit que j'y crois. Si l'armée européenne avait dû exister, elle serait créée depuis longtemps. Les achats des pays, notamment d'avions, de chars, de systèmes lourds, ne sont pas cohérents nécessairement avec les uns, avec les autres. Je parle sous votre autorité, mon général. Et d'autre part, enfin, s'il avait dû y avoir une armée européenne, elle se serait illustrée au début de la guerre en Yougoslavie. Elle aurait permis de défendre nos alliés serbes. Or, nous avons laissé les Américains faire le ménage et se battre contre les Chinois en Europe. Donc, je n'y crois pas du tout. Mais concernant la guerre en Ukraine, pardonnez-moi de vous choquer peut-être, mais la guerre en Ukraine est perdue pour les Ukrainiens depuis 2 ans. Les Russes occupent le terrain qu'ils veulent garder in fine, c'est-à-dire le Donbass, mais ils l'occupent depuis 2 ans. Mon général, est-ce que je suis en train de dire une bêtise ? Les Ukrainiens ont pris les territoires. Hein. Vous avez une perception des choses, je n'ai pas exactement la même, mais chacun a le droit de comprendre comme il veut les problèmes. Alors, mon général, faire une défense européenne, une armée, ça a un chef. Et qui dirige dans ces cas-là ? Ursula von der Leyen ? Alors, je crois qu'il faut poser les problèmes correctement. Moi, je ne sais pas s'il faut une défense européenne, mais enfin, il faut une Europe capable de se défendre. Pour l'instant, la défense européenne reposait sur les Américains. Ça fait 20 ans. Plus même. 20 ans que les Américains, c'est Obama qui parle du pivot stratégique, qui dit « je suis le premier président du Pacifique ». Ça fait 20 ans, c'est la grande dérive des continents et on n'y peut rien. L'Amérique avance vers son ouest et se désintéresse de plus en plus pour des questions commerciales. Nous ne sommes plus son premier marché et pour des raisons démographiques, la majorité des Américains aujourd'hui ne sont plus d'ascendance européenne. Donc se désintéressent de l'Europe. Or, aujourd'hui, il y a une rupture du contrat atlantique, si l'on veut. Et l'on ne peut absolument pas être sûr, moi je pense même profondément le contraire, je l'écris depuis 20 ans, que l'Amérique ne viendra plus nous défendre pour les raisons que j'ai invoquées. Alors que faire ? Laisser les chars du président Poutine aller jusqu'à Brest ? Eh bien non. Donc il faut bien créer une force européenne capable de se défendre. Alors je réponds à votre question, bien sûr. Est-il possible d'avoir une armée européenne ? La réponse est non. Parce qu'une armée répond à un chef qui est politique, qui est légitimement politique. Nous n'en avons pas. Donc ça n'est pas le sujet. Il y en aura peut-être une dans 25 ans. Là, on a un problème immédiat à régler. Et c'est pour cela que la réunion d'aujourd'hui est non seulement légitime, mais elle est particulièrement bienvenue. À 27, on n'y arrive pas, parce que vous l'avez dit... Déjà à 3, c'est compliqué. Comment ? Déjà à 3, c'est compliqué. Non, mais c'est très bien. Les visions stratégiques sont différentes. Politiques surtout. Non, mais stratégiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent à l'Est, l'autre qui pense au Sud, etc. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, moi, je crois peut-être, après-demain, dirons-nous merci au président Trump. Parce qu'il nous pousse à acquérir enfin notre autonomie stratégique qui passe par une autonomie opérationnelle. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la deuxième chose. Il nous pousse enfin à avoir un directoire pour cette Europe qui, à 27, est incapable de décider. Et j'espère bien que ce soir, cet après-midi, ces grands chefs européens arriveront à trouver un objectif commun et à définir une voie. Pourquoi est-ce que cette guerre est perdue ? Cette guerre est perdue parce que depuis le début de la guerre, les Européens sont incapables de se mettre d'accord sur ce qu'ils attendent de cette guerre. Moi, je suis prof de stratégie. Et la stratégie, ça commence par un objectif commun vers lequel on fait converger des volontés. Or, il n'y a jamais eu d'objectif commun. Donc, on a cru que donner des armes, c'était faire de la stratégie. Ça n'en est pas. On a cru que la morale, c'était de la stratégie. Non. Que l'espoir était une stratégie. Non. Donc, on a été en tactique en permanence et on a été en réaction depuis le début. Absolument. Nous sommes en gestion de crise depuis le début. Et donc, il est bien qu'aujourd'hui, mais bien poussé par la grosse claque que vient de nous donner l'Amérique, on se réveille enfin et se dise, on doit être capable de gérer notre propre destin. Ça, c'est dit. Dans le micro. Vous ne croyez pas que le retour des nations et la
relative morosité par rapport à l'Europe telle qu'on l'imaginait comme un idéal va rendre difficile ce qui est nécessaire sur ce plan-là. Alors, je crois que moi je suis européen parce que je suis profondément français et parce que j'adore la France. Mais j'ai bien compris que à l'époque où nous sommes, une puissance moyenne, voire en dessous de moyenne comme la France, et il n'y en a pas d'autres en Europe, de plus grandes. Nous sommes incapables, pour de multiples raisons que je peux vous décrire si vous voulez, mais incapables de nous défendre aujourd'hui. Donc, sauver notre civilisation, sauver notre humanisme, sauver tout ce qu'on a créé en Europe, ça passe forcément par la mise en commun, en convergence de nos volontés et notre moyen. Et oui, il faudra admettre de perdre un peu de souveraineté au niveau de chacun des États pour en gagner davantage dans un groupe de nations. En revanche, je suis d'accord avec vous, l'Europe va mourir. L'Europe actuelle, elle va mourir comme l'ONU va mourir, comme l'OTAN va mourir. Et il faudra réinventer quelque chose qui puisse fonctionner. C'est absolument indispensable. Oui, alors elle va mourir, mais mettons bien pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire qu'elle va se modifier, l'ONU ne va pas mourir. C'est ce qu'il vient de dire. Non, l'ONU ne va pas mourir. Je pense mourir. Je sais que vous pensez ça. La SDN est morte. Non, mais écoutez, la SDN, d'accord, mais enfin la SDN, elle a duré moins longtemps que l'ONU. Moi, je ne suis pas, j'ai pas du tout ce discours apocalyptique. Moi, là où je vous rejoins, je trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe parce que Emmanuel dit on n'y arrivera pas. Mais justement, c'est dans les moments de crise qu'on est obligé d'y arriver. Et moi, je pense que ce que nous offre Trump, ce que nous offre Musk, ce que nous offre également tout le soutien politique de Musk à tout ce qui est véritablement l'extrême droite, la pire, parce que la AfD, c'est pas l'extrême droite d'opérette. Eh bien, moi, je trouve que ça, c'est très important. Et je vous trouve un peu dur avec la France. La France, objectivement, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, etc. La France, c'est la plus grande armée de projection de l'Europe. Ok, c'est une puissance moyenne, mais c'est une puissance nucléaire, il n'y en a pas tant que ça. C'est une puissance du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a quand même, à mon avis, est-ce que je me trompe, un rôle de la France très puissant, beaucoup plus puissant que ce qu'elle n'est en réalité en termes de temps. Je voudrais qu'il me réponde. Je voudrais qu'il me réponde. Vous avez raison. Et la preuve, le président Macron, il le sent bien. Si c'est lui qui organise ça, il sent bien. La France, c'est pas un pays exactement comme les autres. Pas égal. Et le fait d'ailleurs que la Grande-Bretagne, puissance nucléaire, et la France, puissance nucléaire, et armée de projection en Grande-Bretagne, soient ensemble. Alors ne nous trompons pas. L'armée française est une belle armée, mais une armée qui était conçue pour un autre temps, pour aller conduire à l'extérieur de petites opérations dans le temps court. C'est une armée qui n'est pas du tout adaptée à la menace telle qu'elle pourrait surgir. Il faut donc augmenter au minimum les moyens de l'armée française, mais quoi qu'il arrive, nous ne serons pas capables seuls d'opposer. Bien sûr. D'autre part, madame, je ne pense pas avoir un discours apocalyptique, mais je pense que nous sommes enfermés dans un monde qui est mort depuis un certain temps, mais là on s'en rend compte. Et donc il faut nous adapter à ce monde-là. Comprendre que nous étions bien au chaud sous les jupes de l'Amérique, que ce temps-là est terminé. Le Conseil de sécurité est obsolète, on est d'accord. Le Conseil de sécurité, l'ONU, forcément, posez la question au Premier ministre Modi, il vous dira mais qu'est-ce que c'est, aux Brésiliens ou aux Sud-Africains. Il faut changer, je suis d'accord. Bon, l'OTAN ne sortira pas indemne de cette crise. Quant à l'Europe, elle devra profondément évoluer. On part au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, Luc, du Perreux-sur-Marne. Alors Luc, vous y croyez, vous, à la défense européenne? Absolument pas, Philippe. Décidément, collégial. En général, je suis d'accord avec vous sur certains points. Le premier point est sémantique. Vous dites que vous êtes profondément européen parce que vous êtes profondément français. Moi, je suis profondément anti-européen parce que je suis profondément français. Et il y a plusieurs choses qui sont importantes dans tout ce qu'ont dit vos invités. D'une part, je pense que la France n'est absolument pas capable de se défendre tout seul, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que la défense nucléaire, elle n'est que de principe. Est-ce que Poutine a, à part en parler, s'est servi du nucléaire pour régler les problèmes qu'il a créés en Ukraine? Non, il ne peut pas, il ne le pourra jamais. Par contre, la France est un nain militaire. Vous le savez comme moi, et mieux que moi. Nous n'avons plus rien. Nous sommes dépendants de tout, même pour les munitions de petit calibre, même pour les fusils mitrailleurs de petit calibre. Nous sommes dépendants de tout. Gaston Reinette, un des meilleurs fabricants de fusils de chasse, a déposé le bilan, alors qu'il aurait suffi que l'État français... Vernet-Caron à Saint-Étienne. Vernet-Caron, excusez-moi.
Il aurait suffi que l'État français lui donne un contrat pour qu'il s'en sorte. Ça, c'est une chose. Ça, c'est vrai, en revanche. Quand vous voyez que 90% du matériel militaire de l'Europe est acheté aux États-Unis, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, oui, ça va suivre. On va faire réagir le général brièvement parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. C'est vrai qu'en France, on a abandonné les munitions de petit calibre, les fusils d'assaut, les mitrailleuses. Aujourd'hui, on est totalement dépendant de l'étranger. Nos mitrailleuses viennent de Belgique et nos fusils d'assaut d'Allemagne. Et nos munitions d'un peu partout. Vous avez raison, mais pourquoi? Parce qu'on s'est cru perpétuellement protégé par les États-Unis et donc on a abandonné cette affaire-là. Moi, vous pouvez lire ce que j'ai écrit depuis des années. Mon livre que j'ai écrit il y a 10 ans qui s'appelle La dernière bataille de France, c'est exactement ça. Nous avons cru et donc nous avons abandonné un certain nombre de choses. Or, la vérité, c'est que l'intérêt est la seule boussole des États et que l'intérêt américain ne se situe plus en Europe. Et donc, tout ça justement, et votre correspondant, votre auditeur a raison, eh bien, il faut en prendre conscience. Si, comme il l'a dit, l'armée française est une petite armée, alors il faut l'agrandir. Alors il faut réouvrir le service national. C'est absolument indispensable. Il faut nous. Et puis il y a la clause des marchés publics, pardon. Non, parce qu'on a des auditeurs et on a Emmanuel qui n'a pas reparlé. 0826 300 300. Bougez pas, François, j'allais vous appeler Jean-Paul. Jean-Paul qui est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir toute l'équipe. Donc votre émission est toujours aussi intéressante. Merci. Bon, la défense européenne, c'est du baratin, c'est pour amuser les foules et les journalistes. À partir du moment où on voit les différents pays européens qui, au lieu d'acheter du Rafale ou du Gripen en avion de chasse, ont acheté un bombardier furtif américain, le F-35, qui ne marche pas d'ailleurs, qui a toujours au moins 800 problèmes graves qui ne sont pas résolus. La Suisse a acheté du F-35. Est-ce qu'on voit la Suisse aller bombarder Moscou avec ses avions furtifs? Bon, c'est ridicule. Alors, on ne parle pas de l'armement conventionnel où on est au-dessous de tout. Donc l'auditeur précédent l'a Il a bien décrit déjà, oui. Donc il a bien décrit, donc je vais pas revenir dessus. Et puis après, donc comme c'était évoqué, qui dit une armée dit une cohésion au niveau des hommes, au niveau du matériel et quelqu'un qui commande. Donc c'est pas l'ultra corrompu von der Leyen qui va diriger ça. Macron non plus, Macron qui est complètement discrédité et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Si c'est se déguiser, mettre des perruques et faire le guignol sur Internet. Mais... On va vous répondre, Jean-Paul, si vous permettez. Réagir le général. C'est vrai quand même que les Européens qui ont tous acheté des F-35 massivement, pratiquement jamais de la Rafale à part les Grecs, les Croates et les Serbes, et qui pleurent maintenant après sur l'abandon des Américains, c'est peut-être un peu fort de café. Ils ont raison de pleurer, parce qu'ils ont acheté de l'assurance vie et l'assureur ne veut plus les assurer. Bien sûr, c'est bien pour ça. C'est pour ça qu'on a une rupture complète aujourd'hui, et tout ce qui a été décrit est parfaitement vrai. Par les auditeurs. Par vos deux auditeurs, évidemment. Et donc, il faut changer, comprendre que nous sommes dans un nouveau monde. Je rappelle que la France l'a compris depuis De Gaulle, cette affaire-là. C'est pour ça que nous avons la bombe atomique. De Gaulle a toujours compris que les États-Unis ne se suicideraient pas pour nous. Comme avait dit un sénateur américain, je ne risquerais pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Mais bien sûr. C'est pour ça que c'est l'attitude de tous ces Européens-là qui doit changer. Et j'espère que la claque qui nous était donnée par les Américains va enfin les réveiller. Mais je pense que les choses arrivent. Emmanuel Abramovich, je voulais dire un mot, pardon. Certains rêvent encore d'une armée européenne, mais qui voulez-vous pour la diriger? Les Français avec leurs intérêts propres, leurs endettements et leurs difficultés matérielles, militaires? Vous la voulez diriger par les Allemands, qui sont le premier investisseur en Russie. Donc vous voudriez, comme chef de l'armée européenne, le premier investisseur pour se défendre de son premier marché. Ce n'est pas cohérent. De plus, pour terminer d'une phrase, la position de chef d'une armée européenne tenue par un pays ultra endetté et en difficulté intérieure comme la France n'est pas cohérente. Alors, mon général. Non mais le constat c'est quoi? Le constat de tout le monde ici, c'est on n'a plus d'armée, on n'a plus rien. Oui, moi, sérieusement, on vend des Rafales quand même. Excusez-moi, on a des canons César. Non mais on peut dire aussi ce qui marche. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit ce que vous avez dit. Tout le monde dit, mais bon, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais alors, alors que faut-il faire?
faire? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on accepte d'être esclave? Soit M. Poutine? Non, on n'abandonne pas. Alors il faut faire quelque chose. Mais au niveau d'une nation, il est impossible aujourd'hui, pour de multiples raisons, parce que le spectre des menaces a grandi, nous ne pouvons pas acheter et fournir l'ensemble. Est-ce que les Français qui aiment la France veulent donner leurs enfants pour qu'ils aillent faire leur service national ou pas? Ça m'étonnerait que ce soit très populaire. Donc il faut bien arriver à trouver un moyen. Et oui, vous avez raison, il n'y aura pas de chef de l'armée européenne, et j'ai dit il n'y aura pas d'armée européenne. Et il y aura donc à un moment donné, comme disait M. Roosevelt, a coalition of the willing, des gens de bonne volonté, des gens qui comprendront qu'ils ont un intérêt commun. C'est ce qui se passe maintenant à l'Élysée. Général, moi j'ai une question, parce que je regarde les pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Que fait l'Espagne dans cette réunion? Écoutez, les pays qui sont là sont les... C'est pas ce qu'on appelle un pays fort, militairement parlant, quand même. Écoutez, les pays qui sont là, à part les Pays-Bas, c'est les pays qui ont au moins 100 000 militaires. Les autres, ils sont très bien, ils ont payé, ils ont aidé l'Ukraine. Mais donc, c'est pas moi qui ai fait cette sélection-là. Oui. Mais d'abord, on remarquera que c'est l'Europe des 6+, plus justement l'Espagne qui n'en était pas. Plus la Pologne qui n'en était pas. Non, plus la Pologne. C'est intéressant que l'Espagne y soit. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je pose la question, je demande pourquoi ils sont. Qui va bien déjà. D'abord, c'est un pays qui va bien, plutôt mieux que la France en termes économiques. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra probablement constituer une force pour la déployer quelque part. Les pays qui peuvent vraiment abonder, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est ces pays-là et la Pologne, si Tusk revient un peu sur ce qu'il a dit. Mais mon général, une question. On parlait toujours de la relation très spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Keir Starmer, le Premier ministre, envisage peut-être d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le Royaume-Uni est l'autre puissance nucléaire en Europe avec la France. Est-ce que quelque part, c'est pas une fracture dans les relations britannico-américaines? Vous avez parfaitement raison. Au bout de beaucoup trop de temps, les Anglais ont fini par comprendre que les Américains les méprisaient et que quoi qu'il arrive, leur intérêt, c'est pas de revenir vers l'Ouest, mais c'est d'aller vers l'Est. Alors, quand Churchill disait je ferai toujours le choix du grand large, elle me rappelle la première ministre danoise qui disait il y a encore quelque temps, moi je suis beaucoup plus près de Washington que de Bruxelles. C'est elle qui a pris la première claque en leur disant on va vous prendre le Groenland. Donc il faut comprendre cette dérive des continents, et l'Angleterre a mis du temps pour le comprendre, mais elle l'a compris. Il y a des moyens juste très concrets en une seconde, et vous le savez, général, il y a des choses qu'on peut changer en Europe très concrètement, notamment la clause des marchés publics pour l'achat des armes. Ça, c'est par exemple un combat politique qu'on peut mener. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça, par exemple? Mais bien sûr. L'engagement total à acheter des armes entre nous, ça, on peut le faire politiquement. Oui. Allez, 20 secondes, il faut sortir du monde d'hier, comprendre que ce monde est fini et qu'il faut trouver des nouvelles règles pour un monde qui vient et pour régler une crise qui est une crise majeure de l'Europe et de l'Occident. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'avoir accepté notre invitation, ancien directeur de l'école de guerre. Et si vous avez envie de vous détendre un petit peu, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, parce que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. C'est-à-dire que nos politiques disent des choses, et il faut reconnaître l'auteur parfois de ces âneries. Alors, un exemple, un élève de Saint-Cyr qui réussit tout, il ne débarque pas aspirant, mais général d'armée directement. Absolument. Vu le niveau du coup. Vous êtes partant? Vous avez combien d'étoiles? Ça dépend du nombre de manches, c'est toujours pareil. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. 9h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après avoir mis en place des stratégies de guerre, après avoir réfléchi à l'avenir de la France et de l'Europe, mesdames et messieurs autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise de Gaulle, Emmanuel Abramovitch, et du coup, on a gardé le général avec nous. C'est le premier général qui fait le qui c'est qui l'a dit. Oui, Saint-Cyr, c'est que dalle à côté. Mon cher Luc, vous savez que vous n'avez pas plus de 3 concurrents, vous en avez 4 maintenant. Luc, c'est à vous de lancer le jingle. Allez-y. Qui c'est qui a dit les conneries aujourd'hui? Il est très bon, Luc. Alors, pour le général, l'auditeur répond en premier. Et s'il se trompe ou s'il dit langue au chat, là, c'est la foire d'empoigne. D'accord. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le stage commando. Écoutez bien, Luc et général. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Nous, on vote toutes les motions de censure de gauche. Luc.
Et écoutez, nous on vote toutes les motions de censure de gauche, et ben ça sera Mélenchon. Madame Bompard. Bonne réponse Manuel. de Françoise Degois. Bompard, Manuel Bompard. Madame Degois. Qui c'est qui l'a dit sur l'affaire Betaram? La seule chose qui intéresse la gauche, c'est de se payer Bayrou. Luc. Oh, peut-être quelqu'un de droite, monsieur Retailleau. Non. Robert Ménard. Bonne réponse, Robert Ménard. Ménard et Françoise. Très bien. On va un contrôle antidopage pour Françoise. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur une candidature de la mairie de Lyon. J'y réfléchis, bien sûr. Luc. Le patron de l'OL. Bravo, Olaf. Jean-Michel Aulas. Bravo. Bonne réponse. L'ancien patron de l'OL. Enfin, maintenant, il est patron des féminines. Jean-Michel Aulas. Qui c'est qui l'a dit? Je ne considère pas que le RN, c'est la peste. Luc. Facile. Un président de région. Allez. Moi, j'aurais pu le dire aussi. Qui c'est, Luc? Président de région, monsieur Wauquiez. Bonne réponse de Luc. Ouh là là. Dis donc. Il fait le trou, faut pas facile. l'aider. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays. Tour de vis généralisé. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, ça c'est moi. C'est un maire de grande ville, enfin de ville moyenne, un peu comme Béziers. David Lisnard. Non. Éric Piolle. Non. Vous aimez le Copé, bonne réponse d'Emmanuel Abramovich. J'allais dire vous aimez le brie. Ah non, Éric Piolle, il aurait changé, mais à chaque fois. Ou la moutarde, hein, évidemment. Oui. Qui c'est qui l'a dit, Luc? On n'est pas obligé de sortir la tronçonneuse pour tailler dans les dépenses publiques. Aujourd'hui, l'État est obèse, il est temps d'entamer une liposuction. C'est drôle. Luc. Après, au docteur Oana, mais... Jacobelli. Marie Le Pen, pardon. Jacobelli, c'était ce matin sur Sud Radio. Sur Sud Radio, c'est pour ça. Qui c'est qui l'a dit? Les macronistes étaient moins embêtés par les ingérences américaines sous Barack Obama ou Joe Biden. Luc. Tanguy. Oui, bonne réponse de Luc. Incroyable. Écoutez, c'est 9 Luc, 9 Françoise, Jean-Philippe Tanguy. Ah, pardon. 3 Emmanuel Abramovich. Bon, le général, c'est sa première, c'est normal. Non, puis moi, j'écoute tranquillement. Et puis, je suis pas très bon en politique intérieure. Oui. On dira que le général regarde le champ de bataille avec ses jumelles. Exactement. Qui c'est qui l'a dit sur un référendum sur l'immigration? C'est une forme de déni de démocratie que de refuser aux Français de décider leur propre volonté sur un sujet aussi important. Luc. Désolé, j'ai pas compris la phrase. Ouais. Alors, qui c'est qui l'a dit? C'est une forme de déni de démocratie que de refuser aux Français de décider leur propre volonté sur un sujet aussi important. C'est un référendum sur l'immigration. Je l'ai entendu, mais je la comprends toujours pas. Mais bon, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel et homme politique. Éric Zemmour. Bonne réponse de Philippe Bilger qui ouvre son compteur. Tout de même. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. L'Europe est dans un moment historique. Soit elle disparaît de l'histoire, soit elle est capable aujourd'hui de reprendre l'offensive et de défendre ses intérêts stratégiques de défense diplomatique et économique. Quelqu'un de bien. Facile. Quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps, qui avait des choses à dire, visiblement. Ouais, Luc. le ministre des Affaires étrangères, là. Non. Raphaël Glucksmann. Madeleine. Non. Raphaël Glucksmann. C'est un ancien ministre. Un ancien. Mais Villepin. Non, Valls. Bonne réponse de Manuel Philippe Valls, Bilger. ministre des Domaines. Allez, c'est fini. C'est Eh bien, fini. écoutez, on a eu vraiment un très grand qui c'est qui l'a dit. Luc, 9 points. Françoise Degois, 9 points. Yes, on a gagné Philippe tous les deux. Bilger, 6 points. Emmanuel Abramovich, 3 points pour sa première. Pas mal. Mon général, Je reviens demain. Luc, merci beaucoup. Général, merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Et restez avec nous dans un instant. Le journal. La météo avec Rémi André et avec Philippe David, le coup de gueule. Oh ben, il y a des ingérences qui passent et d'autres qui passent moins. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Parmi ces ancêtres des vraies voix, Philippe Bilger et Françoise de Gois, un petit nouveau qui est arrivé là aujourd'hui, Emmanuel Abramovitch qui est avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Ouais. Ça va Emmanuel? Ils ont été gentils avec vous? Et ils se débrouillent bien. Ça va divinement, vous me protégez tellement bien que je vais rétrécir. Non, c'est formidable, je suis ravi d'être là. Non mais rétrécir, je veux dire, avec cette envie d'être protégé pour toujours, par vous. Mon petit chat. Vous êtes presque trop subtil pour nous. Le presque est de trop. Ouais. Je vous adore. Alors que Philippe David fait tout pour que ça grandisse. Vous voulez rétrécir. Oui, vous voulez raconter à tout le monde que j'achète maintenant des chaussures avec des talons. C'est ça. Les amis, en attendant dans un instant le coup de gueule de Philippe David, en attendant le 0826 300. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va Raphaël? Écoutez, ça va très très bien. Je suis en congé cette semaine, donc voilà. Ah bah c'est bien. Je profite. Vous êtes à Cachan. En attendant, la guerre. Selon vous, la guerre des chefs LR. C'est votre sujet. Oui, alors tout à fait. Alors je voulais revenir effectivement sur ce sujet qui fait la une de certains quotidiens. Alors effectivement, on a pu constater que Bruno Retailleau a pu se frayer un chemin face à Laurent Wauquiez qui s'est déclaré le lendemain de sa candidature à la présidence de LR. Et effectivement, je pense que le profil de Retailleau pourrait faire en sorte de faire revenir au bercail un grand nombre d'électeurs LR qui s'étaient dispersés, alors soit au Rennes, soit à Reconquête, contrairement à Wauquiez qui a plutôt fait fuir, puisque M. Wauquiez, rappelons-le, s'est fait réélire avec les voix de LFI, et effectivement, ça a pu troubler plus d'un. Ouais. Il a repris du galon aujourd'hui. Comment il s'appelle? Retailleau. Philippe. Ah mais il est clair que cet auditeur me fait infiniment plaisir. Raphaël devait savoir que j'aimais. Oui, il s'appelle Raphaël Bilger. Bruno Retailleau, c'est un saint, Raphaël. Qui fait très bien d'ailleurs de se présenter à la présidence des Républicains contre Laurent Wauquiez au mois de mai. Françoise de Gois. Oui, moi je vois bien, attention sur la hype, vous savez, il faut beaucoup de temps et les cimetières sont remplis de gens indispensables qui sont devenus des types extraordinaires et qui terminent finalement dans l'anonymat. Moi je suis très pragmatique et lucide, c'est Laurent Wauquiez qui a les clés et qui a le fichier du parti, donc je ne vois absolument pas comment Laurent Wauquiez peut ne pas gagner cette élection. On fait un pari, ma chère Françoise. Écoutez, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on disait de Ciotti aussi. Mais regardez comment ça a terminé. Enfin, je veux dire, sérieusement, c'est inimaginable. Vous invitez au McDonald's. C'est inimaginable que Retailleau. Il est généreux. Jacquino, c'est encore mieux. Faites attention, c'est pas le repas. Philippe Bilger sait séduire les femmes. C'est dommage. Emmanuel Abramovitch. J'espère que l'ego à droite ne fera pas exploser ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire une équipe de vrais leaders au service de la France et des Français et pas d'eux-mêmes et de leur carrière. Et si jamais nous trouvions ces gens-là sans ego, complémentaires en termes de services à rendre à la France et aux Français, alors là, je crois qu'il n'y a plus aucune élection qui sera perdue par la droite. En fait, ils sont là, les gens dont vous parlez, les gens exemplaires, ils devraient venir les chercher chez nous. Moi, quand j'entends vous Laurent avez regardé Wauquiez, Philippe avant moi, ça me gêne un peu. Non mais il a un strabisme. J'entends ce que dit notre auditeur et j'entends le désir absolu de Philippe Bilger et d'Emmanuel Abramovitch, mais la réalité, c'est que quand vous entendez Laurent Wauquiez hier, vous comprenez que c'est tout à fait impossible, que c'est un vœu pieux et que ce sera une guerre comme la droite est aussi bête Caïn et Abel que la gauche. Elle est tout à fait capable, comme la gauche, de se détruire et vous verrez ce qui se passera au Congrès. Merci Raphaël. Merci beaucoup d'avoir posé ce sujet. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, bien entendu. Vous êtes le bienvenu ici, comme Raphaël, vous voulez laisser des messages, le 0826 300. On vous rappelle, vous avez vu, il a laissé un message, bam, on l'a rappelé. C'est 5 centimes l'appel, TTC. Et il y en a un, on ne voulait pas le rappeler, mais il vient quand même, c'est Philippe David, et c'est dans un instant. Il va râler, comme d'hab. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix de 17h à 19h et parfois hors antenne on découvre des artistes, voilà, des grands artistes, des humoristes, en Emmanuel Abramovitch qui fait très bien, qui imite très bien Raymond DeVos. Et en plus il a de la mémoire. Il a, c'est vrai, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger. Vous faites non, il n'y a pas des sketchs que vous connaissez moi, pas. Je ne sais pas raconter. Je ne suis pas comme mon ami Philippe David qui peut faire tout un repas là-dessus. Oui. Et il a une mémoire phénoménale. C'est très énervant. Et en plus, il raconte bien, accent belge, accent... Non, l'accent belge, c'est... Oui, mais vous aussi, c'est une spécialité, mais il fait très bien tout Et ça. Françoise, elle est très très forte au karaoké. Ah, bien sûr. Voilà, c'est la reine du karaoké. On fait des combats avec Philippe David. Il y a Bob Dylan qu'elle n'aime pas. Il y a match avec Philippe David, mais il y a compétition rude entre nous deux. Bon, et parmi tous ces sujets un peu légers, il y a le coup de gueule de Philippe David qui est sérieux. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même deux villages sur deux continents, Bruxelles et Washington. Pourquoi Bruxelles et Washington? Parce que le moins qu'on puisse dire est que les vierges effarouchées de toutes les ingérences étrangères réelles ou supposées sont bien discrètes depuis quelques jours. En effet, pour commencer par Bruxelles, le journal de gauche italien Il Fatto Quotidiano a révélé que la Commission européenne avait donné via Havas 132,82 millions d'euros à différents médias européens avant les élections européennes. Une distribution faite au bon vouloir de Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission, et de Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement. Des fonds piochés dans la contribution du Conseil des 27 gouvernements, de la Banque européenne d'investissement, ainsi que du Comité économique et social. N'espérez pas savoir quels médias français ont touché de l'argent, et d'ailleurs pourquoi? Puisque pour les subventions à certains médias avant les élections, comme pour les échanges avec le PDG de Pfizer pour les vaccins Covid, tout ce qui relève d'Ursula von der Leyen est classé secret défense. Passons maintenant à Washington, où on apprend chaque jour qui bénéficiait des bonnes grâces à coups de millions de dollars d'USAID. Ainsi, on a appris que l'AFP, l'agence France Presse, agence publique, avait touché depuis 2007 plus de 9,9 millions de dollars venus des USA. Une somme pas versée que par USAID, mais aussi par l'US Agency for Global Media, qui depuis des décennies subventionne des médias aussi neutres que Voice of America, La Voix de l'Amérique, et même le ministère de la Défense américain, qui a payé un abonnement 50 928 $ pour bénéficier d'un abonnement AFP 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'Amérique du Nord, ce qui n'est franchement pas donné, surtout quand on connaît les moyens de tous les services américains, via de la CIA à la NSA, notamment via Échelon, pour savoir tout dans le monde. On les appelle d'ailleurs les grandes oreilles de l'oncle Sam. Bref, on aimerait connaître le nom de tous les médias subventionnés par les puissances étrangères, qu'elles soient bruxelloises ou américaines, et je crois qu'on risque d'en savoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement de Washington que de Bruxelles, vu l'omerta qui règne à la Commission. Quant aux vraies vierges effarouchées, toujours promptes à dénoncer des ingérences, elles sont et resteront, à mon avis, aux abonnés absents. Je n'imaginais pas qu'il y avait tant de subventions. 132 millions de la Commission européenne avant les élections. C'est quand même surprenant, non? C'est pas forcément avant les élections. Un petit peu limite. Oui. C'est pas le problème d'être limite, c'est le problème, par exemple, sur l'AFP, moi je suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que vous avez la CIA et la NSA que vous n'avez pas besoin de l'agence France Presse. L'agence France Presse, c'est une agence exceptionnelle. C'est une agence publique quand même. Mais oui, d'accord, mais qui couvre. Vous voulez qu'on fasse la liste des subventions françaises données à tous les médias, y compris les médias de droite, d'extrême droite, y compris Valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un soutien. Écoutez, à un moment donné, on considère que la presse est un pouvoir démocratique. C'est ce que je veux dire. C'est le quatrième pouvoir. À partir du moment où c'est le quatrième pouvoir, on peut. Pour moi je trouve ça assez intéressant. J'estime qu'un média public français subventionné par le contribuable ne devrait accepter aucun euro de dollar d'un État étranger. Mais je ne suis pas d'accord. Mais non, mais c'est ce que vous dites, vous mélangez deux choses, mon cher ami. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est un abonnement qu'achètent les États-Unis. Vous savez combien coûte un abonnement d'AFP pour une grande rédaction immense comme les grandes stations périphériques? Ça vaut une fortune. L'abonnement Reuters, ça vaut une fortune. Moi, j'ai connu l'époque où on avait les trois, Reuters, AP, AFP.
et on a gardé que l'AFP. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas une subvention. On paye. Mais j'ai pas dit il n'y a pas que. Non, mais un État paye 50 000 $. De la défense américain. Mais oui, paye 50 000 $ pour avoir le fil de l'AFP. Vous avez vu ce que c'est le fil de l'AFP? C'est un fil exceptionnel. Ça va de la mort des reines dans le nord des États-Unis, si vous voulez, à l'incendie en Louisiane. Moi, je suis pas choqué par ça. Sinon, il y a des gens qui veulent parler. D'où une obligation de vérité absolue aux Français, parce que n'oublions pas de rappeler que le droit à l'information est impératif si l'on veut avoir une population intelligente, éduquée, qui sait ce qui se passe dans son pays, et que par conséquent, l'AFP, comme l'ARCOM, qui sont payés par l'argent des impôts, sont condamnés à l'excellence. Et quand il y a des fautes qui ne sont pas corrigés par ces auteurs, alors ça devient grave. Et de temps en temps, je suis désolé de le dire ici, mais aussi bien l'AFP que l'ARCOM se trompent, soit par de fausses informations ou des informations incomplètes, ou par des non-prises de position pour contredire un média qui a dit, fait dire, laissé dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire, et qui ne sont jamais sanctionnées par personne. Et ça, c'est un vrai problème. L'AFP est quand même assez exceptionnelle. C'est une agence d'alerte. Mais l'AFP, par exemple, sur le conflit du Proche-Orient, moi je les ai pas en permanence, dépêche encore hier sur les combattants palestiniens qui libèrent des otages israéliens. Je suis désolé, les gens du Hamas ne sont pas des combattants palestiniens, ce sont des terroristes. Et l'AFP s'est expliqué là-dessus en expliquant que jamais ils n'utilisent le terme de terroriste, ce qui est faux. Donc je suis d'accord avec vous, il y a des erreurs. A priori, ils ont confondu à Paris 14e un couteau et une machette. Non mais c'est pas le sujet. En fait, le sujet, ils éliminent des choses. Non, on va pas recommencer la polémique de CNews avec la machette, parce que là, je dis, on y passe toute la nuit. Non, François, attention, s'il vous plaît, on n'aura pas le temps. C'est pas le sujet. On n'en aura pas le temps. Sur les millions de dépêches qui sortent, il y a quand même un très bon boulot de l'AFP, quand même. Oui, mais ça, c'est une prise de position, c'est pas une erreur. Sur la machette. Je ne crois pas que c'est une prise de position. Sur le Hamas, c'est une prise de position éditoriale. En tout cas, ce sont deux fautes sur deux sujets différents. Concernant la machette, quand on a fait une faute, on doit être capable de le dire. L'AFP ne le fait pas. Jamais. Allez. Il y a des rectifs quand même. Tout de suite, l'info en plus, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Marseille qui durcit le ton contre les Airbnb en limitant à 90 jours la location des résidences principales en meublé touristique. Oui, jusqu'à présent, on pouvait louer sa résidence principale 120 jours par an en tant que meublé touristique. C'est abaissé, donc ça passe à 90 jours. C'est un communiqué de la mairie de Marseille qui l'indique. Alors si on dépasse, eh bien, le contrevenant va risquer quand même 15 000 € d'amende. Une loi adoptée en novembre dernier permet comme ça aux communes de durcir leurs mesures. D'ailleurs, Paris, la capitale, s'en était déjà saisie en abaissant déjà ce plafond à 90 jours par an depuis le 1er janvier. Dans son communiqué, le maire de Marseille, Benoît Payan, revendique, je le cite, la réglementation la plus stricte et la plus forte de France pour lutter contre ces meublés de tourisme, pour le dire clairement, les Airbnb notamment. Dans certains quartiers, la multiplication de ces locations courte durée provoque une colère de plus en plus grande, une hostilité de la part de beaucoup d'habitants. C'est par exemple le cas pour le quartier du Panier, la colline historique au-dessus du Vieux-Port. Hostilité alors que pourtant Marseille connaît par ailleurs une grave crise du logement, 40 000 taudis, au moins autant de demandes de logements sociaux plus ou moins en souffrance à Marseille, d'où cette colère contre les meublés de tourisme et ces initiatives donc à répétition de la mairie pour chercher à finalement encadrer le secteur. On a eu la mise en place d'une taxe de séjour, une limitation des changements d'usage, c'est-à-dire que ça devient plus difficile de faire passer un bien qui ne l'était pas en meublé touristique, suppression des annonces non conformes ou des fameuses boîtes à clés aussi qui s'invitaient un petit peu à droite à gauche dans les rues pour que les voyageurs puissent arriver en récupérant leurs clés sans même avoir de contact avec la personne à qui ils avaient loué. D'autres villes en France comme ça, comme Paris, Saint-Malo, bien la communauté d'Aglo du Pays Basque ont pris des mesures similaires ces derniers mois parce qu'elles faisaient face au même problème. Elles cherchent à réguler ces meublés de tourisme accusés donc de faire flamber l'immobilier et puis surtout d'empêcher tout simplement les locaux de se loger sur place. Oui, merci beaucoup Félix Mathieu. C'est vrai que c'est un... Et puis les roulettes surtout. Vous savez quand vous êtes dans une rue où il y a des Airbnb, vous entendez les roulettes tout le temps des valises
et ça tue les gens, c'est insupportable. Alors, cette information que vous venez d'évoquer est très intéressante parce que c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie hôtelière qui souffre depuis des années et des années. Mais il y a aussi un autre bénéficiaire qui va devoir être intelligent avec cette nouvelle manne très intelligemment captée. Ce sont les collectivités locales. Est-ce qu'elles auront le courage de drainer ces fonds vers du bâti nouveau pour régler la crise du logement? Ce serait formidable. Allez, les amis, merci beaucoup Félix Mathieu. Merci, Félix. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. L'Amérique fait plaisir au Kremlin. Avec Françoise Degois. Écoutez, Trump se heurte au réel. Et vous, Emmanuel Abramovitch? La captation des données privées qui peuvent porter atteinte à la sécurité des clients des grandes plateformes. Allez, on en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, on est d'accord, hein? C'est ça, d'accord, on ne fait pas d'heures supplémentaires, vous en voulez pas. Ok, très bien. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitch. Et tout de suite, chers amis, le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, c'est correct. Je vais te dire, c'est sérieux, et puis c'est même grave. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je pense que votre question est idiote. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger. Il y a quelque chose de surprenant tout de même dans les diatribes américaines, c'est le fait que leurs premières cibles sont adressées à des gens qui, a priori, devraient être considérés comme des alliés. Il y a quelque chose d'étrange dans cette provocation, même si le vice-président n'a pas dit des bêtises, dans cette volonté de s'en prendre à des alliés naturels et en définitive à aboutir à une conclusion que beaucoup de gens se disent, eh bien au fond Poutine avait raison puisque les Américains disent peu ou prou les mêmes choses que lui et c'est quelque chose de très dangereux. On rejoint le sujet tout à l'heure sur l'Ukraine, c'est il y a une inconséquence américaine ou quelque chose qui dépasse l'entendement, une volonté à tout prix de briser un consensus du bon sens. Non, c'est terrible. Françoise Degois. Oui, le discours de Vance, c'est complètement délirant à Munich. Est-ce qu'il avait besoin de faire un discours comme ça? Vous l'avez lu, je pense, de A jusqu'à Z, il est délirant. Voilà, en plus, l'accusation de perte de liberté d'expression, c'est complètement fou. Oui, je pense que c'est une façon. Vance est beaucoup plus terrible en réalité que Trump et que Musk. Il faut voir qui est Vance. Il faut voir d'abord son histoire. Il faut voir. Il sort vraiment d'une famille très défavorisée, une mère droguée, etc. Ah, oui. Il est vraiment c'est une personnalité très très dure. Non, mais c'est une personnalité très dure. Voilà, extrêmement réactionnaire, etc. Bon, il vient à Munich, il fait ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça provoque? En même temps, c'est très bien la réaction des Européens. Mais on va pas pouvoir durer comme ça pendant des mois et des mois dans cette espèce de parole brutale et agressive qui finalement n'est pas suivie des faits. Vous avez j'en parlais l'autre jour avec Jean-Jacques Bourdin, on est à peine à 3000 expulsions de Mexicains, si vous voulez, par rapport, et tant mieux d'ailleurs, moi je m'en réjouis, la peur plane sur les familles, mais en réalité, dans les faits, finalement, on est dans la parole plutôt que dans l'opératif, en fait. On ne peut pas se plaindre en permanence du discours, des résultats du discours mielleux, diplomatique, consensuel, qui accepte tout, et dès qu'il y a un homme de caractère à la tête d'un pays, voire d'une puissance, s'en plaindre aussi. La réalité, bien évidemment, est qu'il nous faudrait un juste milieu. Mais nous convenons bien que la majorité des situations qui pénalisent aujourd'hui la France et l'Europe, vous comprenez, vous savez les sujets, sont dues à notre déni, celui de nos politiques de gauche et de droite. Je n'accuse personne en la matière, ils sont tous responsables, mais le résultat aujourd'hui n'est plus tenable. Oui, il nous faut des gens de caractère pour taper du poing sur la table et rappeler que nous avons une civilisation à défendre et que ceux qui critiquent le système sans arrêt peuvent le critiquer grâce aux efforts qui sont faits par certains. Alors il faut remettre l'échiquier au centre, les pièces sur le jeu et avoir un discours pragmatique sur l'histoire, la situation dans laquelle nous sommes, et il n'y a que comme ça que nous pourrons sortir de nos crises et construire un futur digne de nos intelligences diverses.
Oui, eh ben, on va parler justement de l'intelligence extraordinaire et des grandes gueules. Justement, c'est extraordinaire. Emmanuel, je ne comprends pas. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Je ne vois pas du tout en quoi gueuler et provoquer et être extrêmement violent mène à quelque chose. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vendredi 14 février, Donald Trump et Elon Musk décident de dégraisser. Voilà, il faut dégraisser. Alors donc, c'est pas les discours mièvres, on protège les fonctionnaires. Là, on prend le taureau par les cornes et on fait des économies. Paf! Il y a 3000 agents de la sécurité nucléaire, ils en dégagent 450. Voilà. Ah, alors, parce qu'il faut dégraisser, ils sont inutiles. Problème, c'est que ces gens-là gèrent les stocks nucléaires. Le soir, qu'est-ce que l'administration Trump se dit, comment on va faire? Parce qu'ils sont quand même alertés par les stocks, par les gens qui gèrent les stocks. On rappelle, ces gens ont été virés la veille. Virés avec le grand discours que vous aimez, cette espèce de grand discours. On prend le taureau par les cornes. Si on pouvait même avoir une tronçonneuse comme Éric Ciotti, Milaï bien sûr, eh bien on le ferait. Eh ben on les rappelle tous. Sauf que on se rend compte, et là c'est la une, et tout le monde se gondole parce que le Washington Post n'est quand même pas considéré comme un journal de bolchevique. Même le Washington Post se gondole. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on les a virés, on a supprimé toute leur messagerie, parce qu'on les a virés, et on ne sait pas comment les rappeler. Et il y a une urgence absolue à gérer évidemment des stocks nucléaires tout le week-end. Donc, excusez-moi de vous le dire. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on soit fasciné parce qu'il y aurait d'un côté les mièvres, les traîtres, les diplomates, et les impuissants, et de l'autre les puissants. Regardez la puissance. Où est-ce qu'elle va, la puissance? Où est-ce qu'elle va vraiment, la puissance? Où va-t-elle? Eh ben, en tout cas, sur ce cas précis, elle va nulle part. Je ne suis fasciné par personne. Je suis simplement surpris que vous évoquiez avec autant de connaissances, de détails, de précision, un des aspects les plus protégés de chaque nation nucléaire. Là, vous avez l'air au courant de tout, comme si vous aviez une fortune. Et alors, le Washington Post est informé de tous les secrets de l'industrie militaire nucléaire américaine. Vous me surprenez. Mais c'est la Maison-Blanche qui a communiqué là-dessus en disant on a fait une connerie. Enfin, excusez-moi, mais moi je veux bien, Emmanuel, que vous soyez dans le déni. Mais enfin, moi j'ai pas inventé. La question qui se pose, que l'Amérique n'est pas particulièrement suradministrée, mais la France, oui. Écoutez, moi, j'ai toujours dit... sur ce plan, oui. On est peut-être pas aussi important de virer des fonctionnaires. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Vous savez que la dernière fois qu'on a fait la RGPP, la révision générale des politiques publiques, c'était Nicolas Sarkozy en 2008. Pour faire de la politique, tout le monde s'en est mordu les doigts et tout le monde a été obligé de revenir là-dessus. On a viré, je le redis à chaque fois, des policiers, on a viré des gendarmes, on a viré des vétérinaires sur la sécurité alimentaire, on a viré des gens qui étaient essentiels au fonctionnement. Ce qui fait que notre pays tient debout, c'est aussi parce qu'il a une administration et des fonctionnaires de très haut niveau. Voilà. Et moi, ce qui fait qu'il risque de s'effondrer, c'est son déficit. Françoise Degois, votre tour de table, c'est sur les œufs. Mais non, c'était ça mon tour de table. J'ai changé. Vous n'avez pas parlé. Vous avez changé, d'accord. Oui, parce que les œufs aussi, c'est un sacré truc. Et le tour de table, ça touche aussi les plateformes américaines, Emmanuel Abramovitch. Absolument. Et plus précisément sur la gestion des datas personnelles, mais qui mettent en question notre sécurité quand elle tombe entre de mauvaises mains. Je m'explique. Comme tout le monde, nous avons commandé ici, chez Uber, pour se faire livrer des plats par n'importe quelle plateforme. Il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer, où j'ai commandé un taxi par telle ou telle plateforme. Il a fallu que je donne mon nom, mon prénom, dans certains cas, le code de ma porte, mon étage, etc. Qui voit ces datas parmi les salariés? Que font les salariés des datas quand ils les ont vues? Et maintenant, je mets mon pouce sur un exemple concret. S'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, il doit y en avoir du monde. Mais lui, il travaille dans une plateforme. Si, c'est possible. Et alors donc, cette personne, elle va avoir en main, parce que j'ai commandé une pizza, va avoir en main mon adresse, mon code, mon étage, etc. Je suis père de famille, je m'absente, on sonne à la porte, on rentre, parce que mon fils, mon enfant, va ouvrir. Je suis en danger. Et c'est là que je voudrais interpeller, parce que qui nous garantit que demain, un groupe terroriste, intégriste, ne va pas, via des gens qui seraient membres des Frères musulmans ou d'autres réseaux intégristes, recueillir un certain nombre d'adresses correspondant à un profil pour eux en faire une action
plus ou moins violentes au moment qu'ils décideront. Personne ne peut nous le garantir. Alors je voudrais d'abord sensibiliser bien sûr les particuliers que nous sommes, mais aussi les députés, pour qu'il y en ait peut-être à l'écoute qui se saisissent de ce sujet et qui protègent les données clients et qui régissent mettre en place peut-être l'équivalent d'une norme ISO 9002 par rapport à la gestion des datas qui mettent en danger la sécurité des gens. Au-delà du terrorisme, il y a aussi les personnes fragiles, hein, comme les personnes âgées, où on vient faire des repéraires et puis on peut revenir après. Les cambrioles, les arnaques, etc. Le saucissonnage. Je suis d'accord, mais en plus dans un pays, et moi je vais mettre des points sur les i et les barres sur les t, dans un pays, non mais dans un pays où il y a une recrudescence de plusieurs centaines de % des actes antisémites. Merci. Moi j'ai la quasi-totalité de mes copains juifs à Paris qui se sont souvenus qu'ils étaient juifs depuis le 7 octobre parce qu'ils sont complètement laïques, etc. Mais de toute façon, même quand vous êtes juif et si vous voulez pas l'être, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler. On est bien d'accord. Et ça, ils ont tous enlevé leur mezouza, vous savez, de devant la porte, et ils ont tous mis des initiales sur la boîte aux lettres. Voilà. Exact. On est en France. Moi, ça me fait pleurer. Je veux dire, moi, je ne suis absolument pas juive, mais je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter cet état de fait. Et je pense que c'est un vrai sujet que développe Emmanuel Abramovitch, et il ne le fait pas parce qu'il veut pas être dans un esprit communautariste. Non. Mais moi, je le fais pour lui. On s'en est absolument pas parlé. C'est très aimable. Mais je comprends très bien. Je mets bien les barres sur les i, et les barres sur les t, et les points sur les i. Vous savez que c'est le même problème en Italie où je vis. Il y a recrudescence des actes antisémites et problème de toute la communauté juive italienne qui est la plus vieille d'Europe, qui enlève ses mezuzas et qui enlève ses boîtes de lettres. Et il y a un autre élément qu'il faut absolument intégrer au texte de loi que ne manqueront pas d'écouter les députés qui nous écoutent, c'est celui qui est relatif au sabotage du service d'une entreprise qui engagerait quelqu'un qui ne m'aime pas et qui ferait en sorte que, par exemple, mon opérateur Internet, chez qui je prendrais par exemple le téléphone, Internet et la télévision, pour ne dire que des choses grand public, eh bien, on pourrait porter atteinte, préjudice au service de l'entreprise par le salarié qui réglerait son compte vis-à-vis de moi. Vrai sujet, vrai sujet. Philippe, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur le plan juridique? Oui, écoute, franchement, je vous écoute tous les deux. J'ai tendance toujours à faire confiance, mais c'est vrai que tout ce qui est mis en place devient extrêmement dangereux et préoccupant. Je suis d'accord, même pour les personnes célèbres, honnêtement. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas protégées par la cybersécurité. Cécile, par exemple, vous avez un nom très connu, vous avez fait beaucoup de télé, etc. Est-ce que c'est pas un problème même pour vous de temps en temps de commander des choses? Mais moi je ne commande jamais rien, c'est mon conjoint. D'accord. C'est jamais mon nom, c'est jamais mon numéro, c'est jamais machin. Non mais ça, je suis heureuse de vous entendre. Et tu vois, on ne fait jamais monter Amazon. Et quand on me dit vous êtes Cécile de Ménibus, je dis non, elle est beaucoup plus grande, c'est pas moi. Ouais, non mais ça, elle est beaucoup mieux. Donc je fais croire que c'est quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse. Merci beaucoup pour vos sujets, les amis. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce coup de projecteur et ce qu'a dit Manuel Bompard ce matin, qui veut plus de contrôle sur les écoles privées catholiques en pleine affaire Betaram. Alors parlons vrai, est-ce que c'est un retour de la guerre scolaire comme il y a 40 ans, 41 ans, en 1984? Et à cette question, comme le souhaite Manuel Bompard, faut-il mettre fin aux écoles privées religieuses? Vous dites non à 83%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Maud Le Roscou sera avec nous, administratif national de la FCPE, coprésidente du comité national d'action laïque. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix d'aujourd'hui avec Philippe David, c'est un tour de table très intéressant ce soir. Emmanuel Abramovitch qui est avec nous, Françoise Degois, Philippe Bilger bien entendu, et vous au 0826 300 300 pour cette dernière ligne droite des vraies voix de ce soir avec le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Est-ce qu'il y a un problème avec l'enseignement privé en France ? Je pense qu'il y a un problème de déficit de contrôle. Vous exigez notamment davantage de contrôle de ces établissements. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que, en échange de l'argent public, on puisse vérifier quand il y a des dérives, et il y en a un certain nombre, et puis aussi que le privé soit mieux associé aux missions de service public, puisqu'ils ont une mission de service public. Combien y a-t-il eu de contrôle de cet établissement ? Il bénéficie d'une forme de financement de l'État. Manuel Bompard donc dénonce un déficit de contrôle des écoles privées catholiques sous contrat en plein scandale Betaram. Je rappelle 112 plaintes pour violences notamment sexuelles. Le responsable LFI souhaiterait même à terme généraliser le modèle des écoles publiques et gratuites. Alors parlons vrai, est-ce que l'école publique est capable d'intégrer l'ensemble des élèves et a-t-elle le même niveau d'exigence que le privé ? Et à cette question, comme le souhaite Manuel Bompard, faut-il mettre fin aux écoles privées religieuses ? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, ou que vous soyez pour l'école religieuse ou pas, Aude vous donnera le bon Dieu sans confession. Notre invité Maud Leroscouet qui est avec nous, administratrice nationale de la FCPE et coprésidente d'une communauté nationale d'action laïque. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger. Alors pour une fois, je n'ai pas envie d'arbitrer, contrairement à mon tempérament qui aime bien discriminer. J'ai mis mes enfants aussi bien à l'école publique qu'à l'école privée. L'école privée, elle offrait des garanties à une certaine époque. On était assuré d'une certaine politesse, on était assuré d'un enseignement qui restait relativement impartial. Mais pour le reste, je ne suis pas totalement hostile à Manuel Bompard. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des contrôles. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas sur l'enseignement privé. Moi, je les vois comme des écoles complémentaires et les parents sont absolument libres de chercher dans l'école publique ce qu'elle est capable de donner. Après tout, je peux comprendre ce souci de certains parents, et dans l'école privée, à condition évidemment qu'elle respecte les règles et ne se dévoie pas, je ne vois pas d'inconvénient de prétendre lui durcir ses règles. Non, mais lui, il dit aussi qu'à terme, généraliser le modèle école publique est gratuite, c'est-à-dire que fin des écoles privées. C'est ça. Non, alors là, je suis évidemment d'accord. François, je suis tout à fait contre la fin des écoles privées. Moi, j'ai été élevé vraiment dans une école quand j'étais petite en pension, etc. Je pense que les méthodes éducatives des années 70 sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut plus ce genre de méthode éducative parce que ce dont à la dure, vous voulez dire. Bien sûr, vous la connaissez aussi, ces méthodes en pension, c'est à la dure. Vous apprenez à lire dans les évangiles, vous êtes Nous, on était à la Légion d'honneur, c'est pour vous dire. Moi, j'étais chez les Bonnes Sœurs à Saint-Émile-de-Roda, je peux vous dire que franchement, ça rigole pas. Donc, vu que plus jamais ce type de méthode d'éducation n'advienne. Vraiment, honnêtement, quand j'entends les gens dire une bonne petite baffe, ça fait bien. Non, on peut très bien éduquer sans gifle. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec Manuel Bompard. Je pense que les gens ont le droit absolument de décider que leur enfant a un enseignement religieux, que leur enfant a un enseignement, qu'il soit dans une yeshiva, qu'il soit d'ailleurs dans une école musulmane agréée, bien qu'on ait fermé le lycée Averroès, parce que pour dévoiement, mais moi ça ne me gêne absolument pas plus que ça ne me gêne. École catholique, je serais favorable aussi, pourquoi pas à l'enseignement bouddhique, ça ne me gêne pas. Je pense qu'on ne peut pas décider pour la vie des gens. Voilà. Mais beaucoup plus de contrôle, voir où vont les subventions, et surtout aussi s'il n'y a pas de dévoiement. Il y en a eu au lycée Averroès, donc voilà, il faut mais il y a eu des dévoiements dans l'école catholique. Il y a des comportements qui sont inadmissibles. Je vous assure que si on appliquait aujourd'hui les méthodes qu'on a appliquées sur nous et ma génération, mais on ferait fermer tous les établissements, et vous le savez très bien. Emmanuel Abramovitch. Revenons à l'origine du débat. Je ne me trompe pas, il s'agit bien quand même de violences sexuelles sur des élèves dans un internat. Bien sûr. Je voudrais rappeler... Oui, pardonnez-moi. Je voudrais juste remettre en lumière que dans les années 60, 70 et 80, on a connu des expressions dont vous allez vous souvenir. Balai rose, balai bleu, les disparus de Lyon, l'histoire de Toulouse avec Dominique Baudis. Donc, qui a été monté sur Dominique Baudis. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il est totalement innocent. C'est pour ça tous les gens qui l'ont accusé sont morts d'accidents, de crise cardiaque. Pas tous, mais un bon nombre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une perversité intellectuelle à dénoncer aujourd'hui parce que la lumière est mise
mise sur une école catholique française, mais en réalité, c'est un long cheminement. Et il y a de nombreuses victimes dans de nombreuses écoles qui, après avoir subi des dommages irréparables, après avoir acquis une pas autonomie, mais sont devenus majeurs, sont restés terrorisés et n'ont pas su dénoncer leur bourreau. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il était temps de faire la lumière et il serait temps de rester sur le sujet initial. Ça ne veut pas dire que le sujet de l'école privée n'existe pas et que l'école privée n'a pas besoin des contrôles les plus drastiques qui soient. Mais n'oublions pas les victimes de ces affaires-là, parce que sinon nous leur ferions du mal une deuxième fois. C'est le premier. Mais c'est quoi votre avis? Parce que du coup, j'ai pas compris. Mon avis, c'est que de toute façon, il faut que les parents aient le choix. Moi, je suis issu de l'école privée. J'ai été éduqué j'ai été dans un internat juif privé. J'ai jamais reçu une tarte. J'ai jamais été battu. Et aujourd'hui, pardon, je m'exprime en anglais correctement. Je parle un français à peu près correct. J'écris bien et je sais parler à quelqu'un qui est clochard ou président de la République. Et ça, c'est le résultat de mon éducation. Et il faut que ça reste comme ça. Maintenant, les contrôles doivent être drastiques et on ne doit pas détourner les enfants de la priorité qui est l'éducation. Maud Leroscouët, vous êtes administratrice nationale à la FCPE, coprésidente du Comité national d'action laïque. Quand j'ai entendu ces propos de Manuel Bompard, c'est bien, j'ai rajeuni de 45 ans bientôt, j'ai eu l'impression de lire les 110 propositions de François Mitterrand en 1981. Est-ce que c'est le retour, c'est une proposition vintage? Qu'est-ce que vous en pensez? Vintage, j'adore. Je ne sais pas si la question là, c'est la question de l'existence ou pas des établissements privés qui existent. Ou la question de leur non, c'était la question. C'était la question. Allez-y. Est-ce qu'on veut ranimer la guerre scolaire ou pas? C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe exactement. L'État a passé un contrat avec des établissements privés depuis la loi Debré, et ces établissements privés sont soumis au contrôle de l'État. Normalement. Or, là, on se rend compte, en écoutant la presse, et puis bon, on parle de Betaram, on a entendu parler de Stanislas, mais on a un tas d'autres exemples. Et par la presse, qu'on appelle qu'il y a de sacrées défaillances dans ce contrat, ou en tout cas une belle opacité. Quelle est la réalité de ces contrôles? Est-ce que l'État ne devrait pas vérifier les termes du contrat qu'il a passé, c'est-à-dire contrôler et être transparent sur ce qui se passe dans les établissements privés? Mais est-ce que dans votre rôle, vous avez, il y a beaucoup d'informations qui remontent de type Betaram? Alors, les informations qui remontent toujours par la presse, donc c'est difficile de vous répondre vraiment. Et c'est bien la preuve d'une certaine opacité. Là, on se demande pourquoi l'État ménage autant ces établissements, en fait. Ce sont des établissements, je le rappelle, qui sont financés à 75% par l'État, par la nation. C'est l'argent des contribuables. Ça serait quand même logique de voir à quoi il sert. En tout cas, de vérifier au moins que les enfants sont protégés et que les programmes sont suivis, que l'enseignement religieux reste bien une option. C'est un minimum. Le premier devoir de l'État, quand on parle école, c'est l'école publique. Il y a un droit constitutionnel à l'école publique. C'est une autre question qui apparaît pas trop dans tout ce que j'ai entendu là, mais l'argent public, sa priorité, prioritairement, doit aller à l'école publique. Le premier droit de l'État, l'école publique, moi je pense que le premier droit, c'est de faciliter un pluralisme qui permet aux parents de choisir la meilleure école possible. Et de fait, aujourd'hui, on peut tirer de notre débat un double constat. D'abord, la nécessité de maintenir l'école privée et deuxième élément, favoriser, multiplier les contrôles sur elle pour qu'il n'y ait pas les dévoiements odieux qui existent. Ou les dévoiements intellectuels. J'ai pas bien compris quelle est votre position, vous, madame. C'est-à-dire que vous considérez, vous parlez du droit constitutionnel de l'école publique, est-ce que vous considérez, vous, par exemple, en tant qu'association de parents d'élèves, est-ce que vous considérez qu'il faut en terminer à terme avec l'école privée dans ce pays? C'est ça que je ne comprends pas dans votre posture, dans votre position, en fait. Alors, la position, j'insiste, c'est un droit constitutionnel, c'est le préambule de la Constitution de 1946.
Donc c'est le Conseil national de la résistance. Bien sûr, non mais ça on le sait. Non mais vous pensez la quoi? Priorité. D'accord. Derrière, alors que l'école privée existe ou pas, que l'enseignement c'est une chose. La difficulté. Vous êtes d'accord? Non mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que l'école privée continue d'exister? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle soit autant financée par l'État, alors qu'en même temps, l'école publique a besoin de financement. Et la question derrière, c'est l'argent public devrait aller prioritairement à l'école publique. Il faut baisser le nombre d'enfants par classe. On n'arrête plus d'entendre parler des difficultés de l'école publique. Remplacer des professeurs absents. Il y a des projets, menés par le Pass Culture. La question des rythmes scolaires. Il y a des choses très très bien qui se font à l'école publique, mais on se rend compte que partout sur le territoire, toutes les familles n'ont pas accès à l'école publique et à une école publique de qualité. Vous pensez qu'il y a trop d'argent? Donc vous êtes contre? Vous pensez qu'il y a trop d'argent qui est donné à l'école privée au détriment de l'école publique? C'est ce que vous pensez? Oui, je pense que si l'État finance autant l'école privée, si la nation a passé un contrat avec des écoles privées, il faut vérifier que les termes du contrat sont bien respectés. Non mais ça, on est d'accord, mais on est tous d'accord. C'est-à-dire que derrière, nous ce qu'on demande, c'est qu'il y ait à minima des critères, des règles, que les écoles privées suivent les mêmes règles que l'école publique, et qu'il y ait des critères de mixité sociale, de mixité scolaire, d'inclusion et un malus si ces règles ne sont pas respectées. D'accord. Mais Maud Le Rosquouët, est-ce que l'enseignement public a les moyens, ne serait-ce qu'en nombre de places, d'accueillir aujourd'hui, s'il n'y avait plus d'enseignement privé, tous les élèves du privé? Ou alors il va falloir agrandir les écoles ou se serrer dans les salles de classe, non? Les écoles, il me semble que j'en vois plus fermées que qu'ouvrir, alors que si l'État souhaitait vraiment mettre les moyens sur son école publique, qui porte les valeurs de la République, c'est elle qui assure la cohésion nationale, la cohésion sociale et la cohésion nationale. Si l'État veut y mettre les moyens, il n'y a pas de raison que l'école publique n'ait pas les moyens d'accueillir tous les élèves. C'est son rôle et c'est sa mission première. Mais si je reviens sur ce que disaient Philippe Bilger et Françoise Degois, est-ce que aujourd'hui on peut encore avoir le choix? Parce que là on a plus le choix en fait. Et les gens ne vont pas par hasard vers l'école privée, enfin. Non, puis je trouve un peu particulier ces arguments qui consistent à faire mourir d'une mort lente l'école privée sous prétexte que tous les malheurs de l'école publique seraient dus au fait que l'État aide aussi les écoles privées. Pardonnez-moi, mais la problématique ne se pose pas en ces termes et les parents doivent avoir une liberté de choix entre deux méthodes. Parce que si l'école publique fonctionnait normalement, elle aurait une méthode qui serait cadrée par le ministère de l'Éducation nationale, notamment en matière de production de programmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui cause un grand nombre de problèmes, notamment quand on parle d'histoire, de sciences civiques, etc., etc., et que les deux doivent exister. Oui, à l'école privée subventionnée, mais ultra contrôlée. Et juste, si je termine d'une phrase, en rappelant à votre bon souvenir qu'il y avait une journaliste de M6 qui avait tenté de faire une émission d'enquête sur l'enseignement privé musulman et qui s'est retrouvée menacée à titre personnel à un point tel qu'elle a abandonné ce journalisme-là. Ça vous dit quoi, madame? Ça vous dit qu'effectivement, il n'y a pas assez de contrôle? Ouais, enfin, Emmanuel, juste, il faut quand même rééquilibrer. Vous prenez le point à l'opposé de madame. Il faut quand même rééquilibrer. Il est impossible aujourd'hui d'envoyer des caméras télé filmées dans une institution catholique, pas plus que dans une école juive. Je veux dire, je veux bien que vous preniez... Eh bien, c'est pas normal. Eh bien, voilà, ça n'est pas normal. Je veux dire, il y a une opacité, c'est pas simplement le fait des écoles d'obédience musulmane. Essayez donc de filmer dans une yeshiva, essayez donc de filmer dans un pensionnat catholique, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est qu'il y a ce sujet-là. Je n'ai jamais entendu parler de menaces d'autres types d'enseignants. Sur le sujet, les amis. En tout cas d'horreur. On tourne en rond parce que madame dit que s'il y avait un peu plus de subventions, l'école publique serait bien meilleure. Et vous dites si elle était meilleure, il n'y aurait pas de... Voilà, donc on tourne un petit peu en... Mais je pense que la part de la vérité est entre les deux. Oui. Nous avons raison tous les deux. Maud Le Rosquouët, le mot de la fin en 45 secondes. Allez, le mot de la fin. Je vais
quand même rappeler que normalement, dans les établissements privés, ce sont les programmes, ce sont les mêmes programmes que dans l'enseignement public. Oui, absolument. Ça fait partie de la loi Debré, hein, et que les enseignants sont payés par l'État. Donc, tout de même. Merci beaucoup, Maud Leroscoët, d'avoir été avec nous, administratrice nationale de la FCPE, coprésidente du Comité national d'action laïque. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel Abramovitch d'avoir accepté notre invitation. Merci Françoise aussi d'être là. Merci à Philippe Bilger, que l'on retrouve demain. Fierté, beau comme un gardon. Mon Dieu, c'est ça. Oui. Gardons, pourquoi pas. Vous préférez quoi? Gardons. Gardons. Montez comme un... Non, Emmanuel a fait une prestation. Mais vous êtes en danger. Moi, je dis bravo Emmanuel Abramovitch. Bravo, cette belle première. Vous êtes en danger, parce que Maxime vient me dire dans le casque, bientôt c'est l'ouverture de la pêche. Alors le gardon, il ne va pas falloir qu'il morde de tout. Mais je vous pêcherai dans mon épuisette. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous pêcherai dans mon épuisette. Ouais, c'est mignon, non? Il est c'est très agréable. Je vous en prie. Moi, j'accepte volontiers de frétiller. Dans un instant, on va parler citoyenneté avec Philippe David. Avec deux belles associations. Vous vous rappelez les Folies Fermières? Oui, on adore. Eh bien, il y a du nouveau avec les Folies Fermières. Ça va rouvrir. Et on va retrouver David Comet, absolument. Et on va avoir une très belle association, Mon Réseau Cancer Proche, où les familles s'entraident, font de la synergie et de l'entraide pour se remonter le moral, parler des traitements, etc. Une belle association. Solidarité. Et on vous retrouve bien entendu avec Philippe David. Moi, pour ma part, demain à 17h, se passer une très belle soirée. Je vous laisse avec le famous et l'excellent Philippe David. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.